Je ne sais pas si c'est de la réalité ou un mensonge, mais on va voir. Je suis très étonné d'être là déjà, parce que effectivement, je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas universitaire, je ne suis pas un chercheur, même si j'aime bien chercher, farfouiller un peu, essayer de comprendre, creuser un peu sur les questions où je travaille. Et je pense que c'est ça qui a intéressé Philippe, et du coup, c'est comme ça que je vais le présenter. Vous avez vu sur la plaquette de présentation qu'il y avait marqué PJJ dessus, vous devez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Le NS, on sait, l'IAE, on sait, Collège de France, on sait. La PJJ, c'est la protection judiciaire de la jeunesse. C'est la direction du ministère de la Justice qui s'occupe des jeunes délinquants. C'est bon pour vous? Voilà. Dans cette direction, je suis cadre territorial, donc j'ai la responsabilité sur 2 départements, le Loiret et l'Eure-et-Loire, de toutes les structures qui prennent en charge des jeunes délinquants. D'accord? Ça, j'ai envie de dire, c'est ma première casquette. Mais comme j'ai aussi un double à l'intérieur de moi et que j'ai beaucoup de duplicité aussi, à côté, je fais aussi de la thérapie interactionnelle et stratégique, où j'ai été formé donc au centre de thérapie stratégique qui se trouve à Arezzo, en Italie, et puis à l'Institut Gregory Bateson à Liège. Voilà. Donc ça, je crois que c'est ça aussi peut-être qui a intéressé Philippe, c'est les regards un peu avec plusieurs points de vue que je pouvais avoir. Voilà. Donc je ne vais pas vous préciser chaque fois de quelle place je parle, le ministère de la Justice et de l'autre. Et ce qui m'intéressait, c'était partager un petit peu avec vous, dans un premier temps, différents points de vue, d'accord, pour essayer de frotter les idées, parce que j'ai bien compris, en tout cas moi c'est ça qui m'a intéressé aussi, et merci beaucoup Philippe de me donner cette opportunité-là. Ce qui m'a intéressé, c'était le frottage d'idées, c'est-à-dire je me suis dit, voilà, on va pouvoir échanger, frotter, encore une fois, je ne suis pas un professionnel de la recherche et de l'université, même si j'ai fait plein d'études universitaires, de sciences de la communication, de sciences du langage, de littérature, de droit, mais ce qui m'intéresse, c'est le croisement, voilà, c'est l'importation des concepts, les croisements et les frottements, voilà ce qui m'intéresse en réalité. Dans un deuxième temps, après avoir échangé quelques idées avec vous, je vais vous présenter un peu plus mon cœur de travail, c'est-à-dire tout ce qui relève des croyances dysfonctionnelles. Alors je vous expliquerai comment je travaille là-dessus. Globalement, vous savez que dans mon travail, en tout cas avec les jeunes délinquants, je suis confronté très souvent aux questions de mensonges, d'accord. Je suis même parfois confronté, je pense, à la question des radicalisés, des jeunes radicalisés par exemple, à des situations où le mensonge devient la réalité, d'accord. C'est-à-dire que donc c'est des croyances dans lesquelles ce que nous on conçoit comme le mensonge devient la réalité. La réalité devient, alors là ça devient très paradoxal et un petit peu compliqué. La question c'est comment ce mensonge qui est devenu la réalité, on le fait redevenir mensonge, c'est-à-dire notre réalité. Je ne sais pas si j'ai été clair sur le chaînage, d'accord? Je crois que c'est ça qui a intéressé Philippe aussi, de dire, voilà, est-ce qu'il y a des allers-retours possibles entre ce qu'on perçoit comme réel, c'est que des perceptions, moi, je suis assez d'accord avec M. Berthoz, qui dit que tout nous ment, en fait, dans notre nous-mêmes, ou dans nous-mêmes, et du coup, je trouvais intéressant d'échanger avec vous là-dessus. Voilà, je ne sais pas si ça vous convient, à peu près. Voilà. Alors, sur le mensonge, je vous l'ai dit, j'ai un double regard. D'abord, j'ai un regard éducatif, parce que mon travail, c'est m'occuper des jeunes enfants, et puis de construire des adultes qui soient à peu près responsables et un peu autonomes dans leur vie. C'est un métier à part entière. Voilà, je crois que c'est Eichhorn qui dit que c'est un métier de fou, mais en tout cas, voilà, c'est en tout cas le premier regard que je pose. Le deuxième, il est thérapeutique, parce que là, c'est un petit peu ce que j'ai essayé de vous dire. C'est que le comportement des jeunes qui nous sont confiés, il a été jugé inacceptable par la société. Donc notre boulot, c'est de le remettre dans le bon sens. Sauf que ces comportements, ils sont liés à des systèmes de perception-réaction particuliers qui ont généré des comportements particuliers. La question, tout l'intérêt de notre travail, en tout cas moi c'est ça qui me plaît dans ce travail-là, c'est du coup, est-ce qu'il y a des procédés, est-ce qu'il est possible de manipuler en quelque sorte, c'est pas péjoratif dans ma bouche, hein, de reconfigurer ce qui a créé ce système de perception-réaction pour voir si le comportement change. Si je suis là, c'est pour vous expliquer de quelle manière ça se passe, y compris peut-être sur des situations extrêmes. Et j'ai fait le choix, Philippe m'a demandé de faire un choix extrême qui était celui des jeunes très violents, mais le modèle de travail est, je pense, est quasi le même sur les jeunes radicalisés, pour savoir sur des exemples extrêmes comment on fait, ce qui vous permet de toucher un peu mieux du doigt comment sur des situations un peu plus subtiles ça peut se passer aussi. Voilà, avec cette idée que c'est un peu un aphorisme que j'utilise souvent, l'extrême il révèle le subtil, quoi. C'est un peu, en tout cas, c'est peut-être un mensonge pour moi, mais ça m'aide à réfléchir. Voilà. Ça vous convient? C'est bon toujours? Ok. Vous me direz. Alors, je suis obligé de vous dire le regard que j'ai parce qu'il est très décalé du coup, mais encore une fois, c'est ça qui est intéressant. Mon regard, je crois que je l'ai mis. Oui, parce que je ne peux pas tout faire en même temps, penser, appuyer sur les boutons. Voilà. Mon regard d'abord, il est constructiviste, parce que le mensonge, pour moi, il est inséparable de la question de la vérité, de la réalité, et donc de nos perceptions. D'accord ?
Je vous le dis tout de suite, j'y crois pas moi, c'est-à-dire la réalité, le mensonge, je suis assez comme M. Bertos pour ça, j'aime beaucoup moi c'est le lire et discuter et l'écouter, parce que je partage cette idée qu'à partir du moment où on a des mots valises comme ça, comme disait Paul Valéry, ça, moi en tout cas, je vais très vite, je bute très vite et j'ai besoin de plus de champs pour travailler que des contingences comme ça de mots. Voilà, une petite anecdote sur cette idée-là, mais dès les anciens Grecs, déjà on avait ces discussions, je veux dire, quand Platon, Aristote travaillaient autour du pseudès grec, tout ce qui est pseudo, tout ce qui n'est pas vraiment, tout ce qui est le pas vraiment, c'était intéressant, c'est-à-dire que toutes les discussions autour du mensonge, on les a depuis toujours en réalité. Mon regard ensuite, il est interactionnel, parce que je pense que le mensonge, il est lié à nos processus d'adaptation, il est lié aux interactions qu'on a avec nous-mêmes, qu'on a avec les autres et qu'on a avec le monde. Et ensuite, il est stratégique, parce qu'encore une fois, mon souci, dans mon travail en tout cas, c'est d'essayer de comprendre les logiques sur lesquelles se sont construits ces comportements qui ont été jugés, au nom du peuple français dysfonctionnel, pour mettre en place des stratégies pour les infléchir. C'est ça qui m'intéresse en réalité, c'est pas vraiment l'esprit compréhension, c'est l'esprit stratégique. C'est-à-dire une fois qu'on a compris ou pas d'ailleurs, la question c'est qu'est-ce qu'on fait, quoi, d'accord ? Et finalement, je travaille sur des modes qui sont plutôt, comment je pourrais les qualifier, constructivo-déductifs, c'est-à-dire que c'est en fonction de ce qu'on fait et si on voit que ça marche, qu'on valide ou pas la manière qu'on a de travailler. D'accord ? Donc on ne travaille pas trop à partir de théories pour essayer de les mettre en pratique, on travaille beaucoup plus par essai-erreur. Mais je crois que c'est ça aussi qui était intéressant de venir partager. Du coup, j'ai bien conscience que c'est très décalé aussi. D'accord ? Les résultats auxquels on arrive sont parfois les mêmes, parfois pas. Voilà, c'est ça qui m'intéressait. Alors, j'ai repris, je lisais pour préparer l'intervention un texte de Pierre Sarr qui disait parler du mensonge, c'est répondre essentiellement à deux questions. La première, c'est celle de sa réalité. Est-ce que ça existe ? Est-ce que ça existe la vérité ? Est-ce que ça existe le mensonge ? Est-ce que ça existe la vérité ? Voilà, pour ça, je vous ai déjà dit que pour moi, c'est pas vraiment, c'est pas mon angle d'entrée de pensée, on va dire spontanée. Voilà. La deuxième question, elle est plus sur un plan moral, c'est est-ce qu'il est permis de mentir ? C'est-à-dire globalement, c'est les deux niveaux. C'est-à-dire est-ce que ça existe ? Puis globalement, comment on s'en sert, quoi, et de quelle manière ça fonctionne. Là, pareil, dans la littérature, elle est abondante. Les auteurs, vous les avez cités, mais je crois que je me disais en venant, on peut classer, là aussi, on ne va pas faire des classifications caricaturales, mais je trouvais qu'il y a deux grands courants de pensée, il me semble, moi, sur le mensonge. Ça, c'était plus mes études littéraires qui me disaient ça. C'était le premier, il considère que le mensonge, il est plutôt mauvais, plutôt négatif, d'accord, si on considère les aspects éthiques et de jugement moral sur le mensonge. Mais on a déjà cité des exemples. On retrouve dans ce courant Saint-Augustin, Saint-Thomas, Montaigne, Locke, Rousseau, Kant, enfin tous les auteurs que vous avez déjà cités, où vraiment l'approche elle est plutôt très négative ou mauvaise du mensonge. Encore une fois, vous avez bien compris que c'est pas, voilà, c'était juste pour faire une petite introduction. Le deuxième courant de pensée, il considère plutôt que la vérité c'est une norme sociale, c'est-à-dire que, et voilà, spontanément je suis plus vers de ce côté de courant de pensée, même si j'essaye de ne pas être enfermé dans des modèles de réflexion et de travail. Dans ce deuxième courant, il considère plutôt que la vérité s'adapte aux différentes exigences morales des contextes de communication, d'accord ? Ça veut dire que c'est une position de tolérance relative par rapport au mensonge, d'accord ? Là aussi, c'est au risque de la cature. Là, vous retrouvez des auteurs que vous avez déjà cités aussi, c'est Benjamin Constant, La Fontaine aussi, où il y a 2-3 fables sur le mensonge qui sont très intéressantes. Pascal, Nietzsche et puis Oscar Wilde qui lui considère carrément que le mensonge ça fait partie du fonctionnement social et que sans ça on ne pourrait pas fonctionner. Voilà. Alors notre position à nous, je vous l'ai dit, elle est plus pragmatique et fonctionnelle et moi j'essaye d'éviter de toute une vision un peu noir et blanc sur ces questions de mensonge parce que je trouve que c'est assez informant. Alors il faut quand même qu'on s'accorde sur une petite définition de départ. Pour moi, le mensonge, c'est d'abord un processus physiologique de la perception. Je ne sais pas si j'ai raison ou pas, mais en tout cas, au gré de mes lectures, de mes discussions, des rencontres, des travaux qu'on peut avoir, on le prend sous 2 entrées. D'accord ? Et c'est un comportement inhérent à toutes les formes de communication, qu'elles soient émotionnelles, professionnelles ou politiques. Voilà, ça c'est un petit peu l'approche moi que j'ai du mensonge. J'essaye de ne pas être sur des définitions vraies et faux, parce que Philippe l'a très bien dit dans son introduction. Qu'est-ce que c'est ? C'est le mot que tu avais mis en rouge. Qu'est-ce que c'est qui est vrai ? Qu'est-ce que c'est qui est faux ? Voilà, je ne sais pas trop. En tout cas, moi je pense que c'est un comportement inhérent. On parlait tout à l'heure je l'ai rajouté là à la pause, mais on parlait tout à l'heure de on mente 2 fois par jour, 3 fois par jour. Il y a même un auteur italien qui s'appelle Anoli, qui a écrit un petit bouquin qui s'appelle Psychologie de la communication en 2002. Lui, il considère qu'il y a plus de 60% des communications entre les individus qui seraient fausses ou qui seraient des mensonges. D'accord ? Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point, là aussi, les choses varient.
je ne vais pas insister sur le fait, je vais essayer j'ai enlevé certaines parties de mon intervention, considérant que, voilà, qu'on est tenu par l'horaire et qu'il y a beaucoup de choses qui avaient déjà été dites, donc je vais essayer de ne pas faire des redites. Mais M. Berthaud nous a expliqué déjà que le cerveau ment, notre esprit nous ment, nos émotions nous mentent, nos cognitions sont des tromperies. Voilà, on a cité le professeur Gazzaniga, tout à l'heure je relisais un article, si je me souviens d'un vrai article, d'un vieil article que je disais en 2000, début des années 2000, je crois que c'était, où il disait que la mémoire c'était ne raconter que des mensonges, enfin je crois que c'était cette idée-là. Je crois que la phrase c'était, oui, la plupart du temps la mémoire nous dit beaucoup de mensonges sur notre passé, c'était ça en fait. Voilà, donc je partage assez cette idée-là. Mais ce que j'en retiens, c'est que finalement, s'il y a autant de mensonges, c'est qu'il y a une vraie fonction et que c'est vraiment utile. D'accord ? C'est ça que je trouve intéressant, c'est de dire, bon, quelle est la fonction du coup du mensonge par rapport à ça ? Par facilité, je travaille, c'est pour ça que j'ai appelé l'intervention de mensonge dysfonctionnel. Je pense qu'on peut le classer, en tout cas moi, dans mon aide à penser, je le classe autour de deux grandes catégories. C'est des catégories qui sont issues, qui datent, c'est des catégories des 8 qu'avait déjà identifié Saint-Augustin. Donc on a cité Saint-Augustin tout à l'heure sur sa petite œuvre sur le mensonge. Je pense qu'on peut en tout cas moi ça m'aide de les réfléchir autour de deux grandes catégories, le mensonge fonctionnel et le mensonge dysfonctionnel. Le mensonge fonctionnel, c'est quand ça fonctionne que ça pose pas de problème, d'accord ? Par rapport à soi, on l'a dit par exemple, c'est tout ce qui est projection. Je considère, moi j'ai tendance à penser que les démarches projets, les questions de motivation par exemple, quand un sportif dit je vais absolument le battre, est-ce que c'est un mensonge ou est-ce que c'est la vérité ? En tout cas, c'est une projection qui est utile pour lui. C'est pas sa vérité, c'est une manière de construire l'avenir qui soit fonctionnelle pour lui, d'accord ? Je vous donne quelques exemples. C'est à peu près clair cette entrée-là. Ensuite, le mensonge, il peut être fonctionnel par rapport aux autres. C'est l'amour. Je veux dire, quand on dit à quelqu'un, quand je dis à ma femme la première fois, je vais t'aimer toute ma vie, je pense qu'elle le croit encore. Moi aussi, j'y crois encore un petit peu, donc ça va. Mais en tout cas, qu'est-ce qui nous permet de dire que c'est la réalité ou que c'est un mensonge ? On ne sait pas, en tout cas, c'est fonctionnel. D'accord ? Ça permet d'établir une relation, ça permet d'établir un contrat affectif, ça permet de monter une famille. D'accord ? C'est la politesse, c'est le mensonge protecteur dans l'éducation, par exemple, où on ment aux enfants pour leur bien. D'accord ? Mais ça, Philippe est plus familier de ces questions que moi. Après, le mensonge, il peut être dysfonctionnel. Il peut être dysfonctionnel par rapport à soi. C'est-à-dire quand le fait de nous mentir à nous-mêmes, et puis Gloria l'a bien dit là à l'instant, peut être problématique pour nous. C'est qu'on refuse de voir la réalité. Et du coup, on perd en processus, on diminue notre capacité d'adaptation. C'est par exemple quand on dénie ce qu'on a fait. Moi, je suis avec des jeunes toute la journée qui disent non, c'est pas moi, monsieur. D'accord ? Jusqu'à ce et y compris, ils ne prononcent pas les mots. Je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, mais c'était très juste. C'est-à-dire que prononcer le fait que j'ai menti, c'est le faire exister. Donc il ne doit même pas exister, même pas à partir du moment où ça n'existe pas. C'est pas moi qui ai mis la main dessus. Mais on t'a vu, tu avais la main dessus. Non, c'est pas moi. D'accord ? C'est un déni de la réalité. C'est dysfonctionnel pour le jeune à terme, et puis c'est dysfonctionnel pour les gens autour de lui. Puis le mensonge dysfonctionnel par rapport aux autres, là aussi c'est quelque chose que vous connaissez, c'est tricher, mentir, c'est tout ce qui est un petit peu, tout ce qui fragilise les interactions sociales ou qui à terme et peut être problématique pour vous. D'accord ? Cette classification, voilà, c'est la mienne en tout cas, moi c'est celle qui m'aide à penser, j'avais envie de la partager avec vous. Alors, quelques réflexions préalables que j'avais envie de partager avec vous. D'abord, je pense que le travail, moi je suis très content de participer à cette journée, vous me direz vous si vous avez été content aussi après, j'espère, mais en tout cas je suis très content parce que je considère que le mensonge, c'est vraiment cette réflexion sur l'art de mentir et le mensonge, c'est une compétence et un savoir-faire qui sont incontournables pour tous ceux qui travaillent sur le changement. Moi je considère que c'est très important, parce qu'en réalité quand on travaille sur le changement et l'adaptation, que ce soit dans les organisations, dans la pathologie mentale, etc., qu'est-ce qu'on fait ? On travaille sur des changements de réalité, c'est-à-dire sur des changements de perception pour amener d'autres changements de perception et d'autres changements de réalité. Et je trouve que la réflexion, la tension qu'il existe dans la réflexion autour du mensonge, de la vérité et des réalités, pour moi, elle est intéressante à cet endroit-là, dans la question du changement et de l'adaptation. D'accord ? Alors, premier point d'abord, la question du mensonge et des réalités. Le mensonge, il est évidemment indissociable des questions de réalité. D'accord ? Mais c'est qu'une forme de réalité. On le dit d'habitude, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà, il disait Pascal. Moi, des fois, je dis souvent aux familles que je reçois, mais vérité chez les parents, mensonge chez les grands-parents. D'accord ? Qu'est-ce qui est intéressant quand les enfants vont chez les grands-parents ? C'est évidemment qu'on peut faire tout le contraire de ce qu'on pouvait faire chez les parents. D'accord ? Et que par contre, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire alors qu'on peut les faire chez les parents. Donc ce qui est intéressant, c'est le cadre de contrainte qui est différent et c'est ça qui est très constructif et structurant. Voilà. Et du coup, la question des réalités, elle se pose en contexte et elle est très constructive.
contextuel en réalité. C'est ça qui m'intéresse, d'accord? Alors, deuxième point sur la réalité, c'est que moi je travaille plutôt sur la vraisemblance que sur la réalité. C'est-à-dire que, parce que c'est un intermédiaire, je trouve en tout cas, entre le mensonge et la réalité. Le mensonge, pour moi, c'est avant tout l'art du vraisemblable. D'accord? Parce que le menteur, en réalité, il affirme des faits en fonction de sa conception de la réalité à lui, et en connaissance des attentes de ses interlocuteurs. Alors on a cité Paul Gripes tout à l'heure sur l'implicature conversationnelle, Deirdre Wilson et Dan Sperber, vous en avez parlé aussi sur la pertinence, et je trouve que, voilà, tous ces auteurs ont travaillé autour du mensonge, de l'information réaliste. C'est ça que je trouve intéressant, c'est-à-dire on n'est pas du côté du vrai ou du juste ou du bon, on est du côté du vraisemblable et du réaliste, ce qui sont des notions un peu intermédiaires, moi il me semble, et que j'avais envie de discuter avec vous. D'accord ? Les experts en mensonge, moi je vois avec les gamins avec lesquels je travaille, ils sont très habiles pour mêler des éléments de réalité et des éléments de mensonger. C'est-à-dire ils ne sont jamais dans l'un ou dans l'autre. Ils sont surpuissants par contre et extrêmement compétents, ils sont hyper compétents pour mélanger des informations qui viennent à la fois de leur propre représentation et à la fois des choses que nous on considère comme vraies. D'accord ? C'est là-dessus que les choses... Ça veut dire qu'ils ont une capacité de construire de la vraisemblance qui est très très forte. C'est ça que je trouve intéressant. D'accord ? Je ne sais pas si ça vous parle aussi, mais voilà, c'est vraiment des éléments que j'avais envie de partager avec vous. Deuxième élément auquel moi je tiens beaucoup, parce que dans les établissements où on accueille ces jeunes, on se rend bien compte qu'il y a une dimension politique du mensonge. On n'en a pas trop parlé aujourd'hui, mais du coup je trouvais que c'était intéressant et je l'ai maintenu dans l'intervention. Il y a une dimension, alors c'est Paul Ratto en France qui a vraiment travaillé là-dessus de manière brillante sur cette question. Le mensonge, c'est, et je trouve, moi je me suis beaucoup retrouvé dans ce que disait Philippe Rochat tout à l'heure sur l'âge de 4 ans, parce qu'il y a aussi cette dimension politique à l'âge de 4 ans, où on change les sphères d'interaction, on va affronter d'autres mondes, on va affronter d'autres contextes. Le mensonge, c'est un levier d'action et de pouvoir sur le monde. C'est ça que je trouve intéressant, c'est un acte de création, d'accord ? Parce qu'en réécrivant le monde, en proposant une nouvelle façon de l'appréhender, en réalité on agit sur lui, on le transforme. Je crois que c'est Hannah Arendt qui disait la fausseté délibérée, elle constitue une forme d'action. Je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire à partir du moment où on ment, on est en train de construire quelque chose, on fait de la création. D'accord ? La finalité de ce mensonge-là, on ne la connaît pas sur le moment. D'accord ? En tout cas, dans l'interaction, elle est très, très difficile à décoder. Mais en tout cas, ça reste un acte de création. Et moi, j'ai beaucoup aimé la question de l'art, parce qu'évidemment, ça a à voir avec cette question de l'art. Et pour moi, c'est presque indissociable. D'accord ? Fondamentalement aussi, le mensonge, je pense qu'il est totalitaire. En tout cas, il est totalisant. Et il a aussi je pense que c'est pour ça qu'il a aussi une dimension politique intéressante. En tout cas, moi je le constate avec mes gamins. Très vite, il est très totalisant. Parce qu'il cherche à modifier les perceptions et à agir sur les autres et le monde et à prendre le pouvoir, je vous l'ai dit. Mais il a un avantage sur la réalité, le mensonge. C'est qu'il sait à l'avance le dénouement des choses. C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'incertitude dans le mensonge, il construit des certitudes. C'est-à-dire qu'un gamin qui nous ment à nous, il a la certitude de là où il veut nous emmener. Alors que nous, on ne sait pas où on va aller. D'accord ? Enfin, en tout cas, on ne sait pas trop. Ça veut dire que le mensonge, je trouve intéressant de partager ces idées avec vous, encore une fois, il a l'avantage sur la réalité de savoir où il va. Et c'est très difficile, c'est très différent. D'accord ? Ça veut dire qu'il est capable de... ça veut dire qu'il est capable de forcer une reconstitution. Voilà. Et ça veut dire qu'il force, comment vous dire, il force arbitrairement le sens. C'est-à-dire que le mensonge, par rapport à la réalité, dans la réalité, le sens, il se construit au fur et à mesure. Dans le mensonge, quand on vous vend un mensonge, le sens, il est tout construit, vous n'avez presque plus rien à faire. C'est très confortable, en fait, le mensonge, pour celui qui le reçoit. D'accord ? C'est très agaçant, mais c'est très confortable, si on n'y prend pas garde. Le mensonge, ça veut dire, pour moi aussi, plusieurs éléments. Il est sur une logique de substitution du factuel par le fictif. C'est ça que je trouve intéressant aussi. C'est pour ça que je ne parle pas non plus de réalité, vous avez vu. Je travaille plus sur du factuel et du fictif. D'accord ? C'est deux réalités différentes. C'est des réalités, selon l'endroit où on parle et à qui on parle. Il travaille vraiment sur le factuel et le fictif. Et ce qui est intéressant, c'est que celui qui ment, il postule une équivalence entre ce qui est factuel et ce qui est fictif. C'est-à-dire pour lui, là, c'est la même chose. Pour nous, c'est pas forcément la même chose. Mais pour les gamins, en tout cas, avec lesquels je travaille, c'est la même chose, jusqu'à ce que se confondent parfois. Ils font plus de différence entre ce qui est factuel et ce qui est fictif. Ils n'en ont plus aucune idée. C'est complètement mélangé dans leur tête. Ça veut dire que le mensonge, dans sa finalité, je vous disais, c'est pour ça un peu qu'il est totalitaire, il tend à la négation de l'existant pour construire un possible, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire, il dit, l'existant est incertain, mais le possible, il est certain. C'est ça la construction du mensonge, en réalité, c'est ça que je trouve intéressant dans cette dynamique-là. D'accord ? Et pourquoi il est politique et totalitaire ? C'est que sa finalité, c'est de ruiner une communauté qui est fondée sur des faits, d'accord ?
la communauté des hommes qui portent la même réalité ou qui s'accordent sur une réalité, pour la remplacer par une communauté qui est fondée sur la mystification. Donc ça, c'est toute la logique des dérives sectaires, avec lesquelles moi je travaille aussi pas mal au quotidien. Mais ça aussi, je trouvais que c'était intéressant de partager avec vous cette idée de communauté de réalité. C'est-à-dire que ce qui fait la réalité, c'est le nombre de gens qui la partagent, quoi. D'accord ? J'y reviendrai après sur les complots et l'information et les médias. Oui, le mensonge, je vous l'ai dit, il a l'avantage, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, oui, il a l'avantage de la souplesse et de l'adaptation. C'est-à-dire, le menteur, il s'accommode en temps réel. C'est impressionnant de voir des gamins qui mentent, et dont c'est le métier, hein, c'est-à-dire moi, ce dont je m'occupe, c'est vraiment leur métier de mentir. C'est impressionnant de voir la vitesse avec laquelle ils s'adaptent en permanence aux informations que vous leur renvoyez, que ce soit des signaux verbaux, non verbaux. C'est très, très étonnant, la vitesse qu'ils ont d'adaptation. Ça veut dire qu'un menteur, il s'accommode en temps réel. Il cherche en permanence de la vraisemblance. Il réaménage en cascade de toutes ses positions au gré des réponses. Ça, c'est très impressionnant aussi, c'est-à-dire qu'un jeune qui maintient mordicus un mensonge, il réajuste en permanence en cascade, c'est-à-dire qu'il est capable même de contredire et de vous justifier tout ce qu'il a vous expliqué avant. Très étonnant aussi, d'accord ? Mais là aussi, je trouve que c'est profondément politique parce qu'il y a une notion d'adaptation et de souplesse et d'adaptation dans l'interaction que je trouve très intéressante. 2 questions après, et puis c'est en venant dans le train, ce matin, j'écoutais la radio, j'écoutais Umberto Eco, mais je vous en parlerai après, parce que je l'ai rajouté du coup. Si le menteur, il n'arrive pas à faire accepter sa vision de la réalité, eh ben, le meilleur moyen, c'est de rendre le public. Ça aussi, on se dit souvent, si ça ne marche pas, eh ben, on arrête. Non, le menteur, il n'est pas là-dedans. S'il n'arrive pas à essayer de faire passer les informations qu'ils veulent passer, en tout cas moi, que les jeunes que j'ai, eh ben, ils ne gardent pas le mensonge pour eux, ils vont le partager avec tous les collègues autour. D'accord ? Et quand j'y réfléchis à ça dans mon travail, bon, vous avez compris que j'essaye de réfléchir un peu dans ce que je fais, et je me dis, mais rien ne vaut la publicité en fait, parce que dans l'espace public, la vérité, ça devient une opinion comme les autres. Il y en a tellement, il y en a une telle abondance que la vérité, encore une fois, qui est une affaire de communauté et de partage, elle devient une opinion comme les autres. D'accord ? Ça veut dire que dans la sphère publique, chaque opinion se vaut, il n'y a plus de vérité. D'accord ? Et c'est très flagrant chez nous dans les établissements, je pense au centre éducatif fermé, où quand un gamin ment, très vite les autres sont capables de mentir très très vite. C'est publié, ça devient public. Et quand ça devient public, c'est très compliqué de retourner tout le groupe, parce que la communauté d'informations qui sont partagées par les autres, elle est parfois supérieure à la communauté d'informations partagée par les professionnels. Vous voyez ce que je veux dire ? Ces équilibres-là, ils sont très subtils, mais ils sont très perceptibles dans les établissements où vous avez des logiques de mensonges qui sont à l'œuvre. En tout cas, voilà, c'est des idées que je voulais partager avec vous. J'étais très intéressé, j'écoutais un podcast, c'est les joies de la technologie, une interview de France Inter de quelques jours de Umberto Eco qui parlait du complot. Il y avait une interview sur son dernier livre qui s'appelle, alors je l'ai noté parce que je ne l'ai plus en tête, Au nom du zéro. Oui, parce que je ne l'ai pas fini. Pour tout vous dire, je l'ai commencé, mais je n'ai pas fini. Umberto Eco, il montre une chose très juste. Il dit la construction des complots, un complot, qu'est-ce que c'est ? Eh ben c'est assez simple, c'est ça qui m'intéressait de partager avec vous aussi. Ça consiste, je relis mes notes, excusez-moi, ça consiste à extrapoler des relations qui n'existent pas entre des faits qui se sont effectivement déroulés, mais de manière indépendante. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est-à-dire que finalement, ce que le mensonge, c'est pas de créer des relations entre des faits qui sont plutôt indépendants, d'accord ? Ou en tout cas, c'est la construction d'autres réalités. Et dans une société où les informations abondent, cette extrapolation des liens, elle est d'autant plus facile, c'est-à-dire cette invention des liens entre des événements pris séparément, elle est extrêmement simple et puis elle est extrêmement rassurante du coup. C'est-à-dire que les gens sont très preneurs des complots. Moi je travaille avec des gens qui sont très preneurs des rumeurs, très preneurs des complots. C'est très intéressant la rumeur. Vous l'avez dit, c'est très séduisant, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure dans les intervenants, mais bien sûr, parce qu'on nous fournit des liens alors qu'on en est dépourvu et qu'il y a tellement d'informations que finalement les liens sont compliqués à faire. On ne sait plus ce qui est structurant ou ce qui n'est pas, quoi. D'accord ? Voilà pourquoi aussi j'avais envie d'en parler avec vous. Je parle un peu vite peut-être, dites-moi. C'est bon ? Je suis un peu du sud, j'ai tendance, là je mets la main pour essayer de ne pas trop parler, mais c'est bon ? Combien ? 10 ? Je vais essayer. Alors, je vais aller vite du coup. Pour moi, le mensonge, c'est une modalité de communication aussi. D'accord ? On parlait tout à l'heure, je vous ai mis des petites anecdotes, mais... voilà, c'est une modalité de communication, que la communication, elle soit, voilà, l'acte de communication, il peut être écrit, un silence, une attitude, une mimique, peu importe, d'accord, un geste, ça n'a pas d'importance, en tout cas, ça reste un acte de communication. Le mensonge, je pense que c'est une compétence sociale aussi, d'accord. C'est pas anodin d'ailleurs qu'on le retrouve dans toutes les situations où le maintien de la relation est un enjeu, d'accord. La famille, l'éducation,
le couple, la politesse, la diplomatie. Dans toutes ces situations, on retrouve le mensonge un peu plus qu'ailleurs, il me semble en tout cas, c'est les idées que j'avais envie de frotter avec vous, mais il me semble qu'on retrouve le mensonge dans toutes ces situations où le maintien de la relation a un enjeu particulier. Dans la diplomatie, c'est éviter les guerres. Pour l'enfant, c'est éduquer correctement, être structurant pour les jeunes. Dans le couple, c'est maintenir la relation, enfin, etc. D'accord ? Je passe ensuite, je vais essayer de sauter des ponts. Voilà, vous l'avez lu ensuite sur pourquoi je pense que c'est une compétence sociale aussi. D'accord ? Ça veut dire que selon notre point de vue, je vais essayer de répondre à cette question qu'avait posée Philippe en introduction. Pour nous, s'interroger sur l'origine du mensonge, c'est pas vraiment nécessaire. Parce que moi, je considère que c'est une modalité de communication qui n'est compréhensible que dans la perspective d'une adaptation à un contexte interactionnel qui est très particulier. D'accord ? Les enfants, ils apprennent à mentir parce que ça leur permet l'apprentissage de l'autonomie. C'est ça que je trouve intéressant. Encore une fois, je pense que c'est une vraie compétence sociale. Ça leur apprend à fixer leurs propres règles en les frottant à celles des adultes. Quand je mens, je vais éprouver la manière dont les adultes font les liens entre eux. C'est ça que je trouve intéressant. D'accord ? Du coup, ça leur apprend l'autonomie. Pour rappel, c'est l'autonomos, la capacité de fixer ses propres règles. D'accord ? C'est ce qui fait l'adulte. Voilà. Après, on l'a dit tout à l'heure, mais entre 7 et 9 ans, il est capable de fabriquer des fausses expressions faciales, des fausses émotions, etc. Ça, c'est tous les travaux de Piaget, j'y reviens pas. Mais le mensonge, il permet d'expérimenter des réponses et des solutions à des problèmes à part. C'est ça que je trouve intéressant aussi. D'accord ? Et les enfants, ils apprennent à mentir par jeu, puisque ce jeu, il leur permet d'émuler des réalités qui, en réalité, élargissent leur contexte d'apprentissage. C'est-à-dire que quand vous travaillez sur un mensonge, vous mettez en place un système de réalité dans lequel vous allez pouvoir, finalement, le cerveau, il va quand même travailler, il va quand même produire de la connaissance, il va quand même produire de l'adaptation. C'est ça aussi, en tout cas, moi, dans mon travail, c'est assez net. Dans les familles qui sont extrêmement carencées dans les liens éducatifs, on voit très bien ça. D'accord ? Alors, je vais essayer de passer maintenant sur des choses un peu plus professionnelles, mais j'avais envie de partager ces quelques idées avec vous. Alors, à partir de ce que je vous ai dit tout à l'heure, moi je pense que le mensonge, en tout cas, il est dysfonctionnel. Quand le contexte, il oblige trop régulièrement à mentir pour s'adapter. Je pense aux familles, par exemple, où on ment beaucoup, etc. D'accord ? Ou quand le jeune, il est obligé à se structurer autour du mensonge ou des croyances erronées comme modalité principale de relation. D'accord ? Je vous donne quelques exemples, on y reviendra après. Je pense aussi que le mensonge il devient dysfonctionnel quand l'écart est trop grand avec la norme acceptable. J'entends par norme acceptable la perception de réalité qui est partagée par le plus grand nombre. D'accord ? C'est-à-dire la manière dont on s'accorde sur ce qu'est la réalité entre guillemets. D'accord ? Et je pense aussi qu'il devient dysfonctionnel quand il empêche l'autonomie. C'est-à-dire que quand le jeune, pour le coup, il n'est pas capable de fixer ses propres règles. D'accord ? Je ne reviens pas sur les grands processus d'adaptation, mais les gamins avec lesquels je travaille, ils ont des problèmes sur ces 3 grands processus qui construisent l'adaptation. La généralisation, d'accord, c'est des jeunes qui généralisent très très vite, voilà, surtout, ils ont très peu construit de catégories dans leur tête avant de grandir. Et on sait là aussi que la généralisation, c'est plutôt un processus d'économie dans la relation et d'adaptation, d'accord ? C'est-à-dire que ça permet de construire des agrégats d'idées et d'informations qui sont traités en tant que tels après, qui permettent de gagner du temps en réalité. Mais ça, M. Berthoz l'a mieux expliqué que moi. Alors, on sait là aussi, moi je travaille beaucoup sur les sciences de l'information, on sait que ces processus de généralisation, et je vous explique pourquoi je vous parle de ça après, parce que quand je vous parlerai des jeunes radicalisés ou de jeunes très violents, c'est des choses qui sont très présentes, en tout cas dans la structure. Ça repose sur la sélectivité des informations, l'arrangement en configuration et l'explication sur ces configurations. D'accord ? Et plus vous avez de redondance et de répétition des expériences, plus ça permet de construire, ça vous permet de vous assurer sur le fait que les généralisations que vous avez mises en place sont opérationnelles, en tout cas fonctionnelles. D'accord ? Nous, on travaille avec des gamins pour lesquels la sélectivité des informations, elle repose sur une croyance, donc elle est très en tunnel, il y a un effet de halo très très fort. D'accord ? On est sur des arrangements en configuration qui reposent sur des liens qui sont, en tout cas, qui sont pas les nôtres, en tout cas qui sont très décalés, et on est sur un raisonnement, une justification qui sont quand même très très basiques. Voilà. Après la similitude et l'anticipation, tout ça on en a discuté. Je ne vais pas rentrer dessus. Quelque chose qui est intéressant aussi, qui est très frappant sur tout le travail que nous on fait avec les mineurs qui sont, on va dire, déviants, entre guillemets. J'aime pas ce mot, mais c'est en tout cas qui sont un peu décalés par rapport à notre réalité ou qui ont des comportements qui sont pas acceptables. D'accord ? C'est des travaux d'Alex Mukieli sur les sciences de la communication qui dit globalement la construction de sens en situation, elle se fait à partir de cadres contextuels. Là, je ne reprends pas ce qui a été dit par Gloria sur Erving Goffman, vous connaissez tous, je pense.
Et globalement, ce qui est intéressant dans les travaux que Micheli, c'est qu'il a essayé d'identifier finalement quels sont ces cadres contextuels. Et c'est ça que je trouve intéressant. Je vous ai mis une petite histoire après, parce que c'est des choses qu'on fait de manière quasi systématique. Par exemple, avec les jeunes violents, c'est très très efficace. Je vais vous expliquer pourquoi après. Le premier, c'est que la construction du sens en situation, elle se fait d'abord par les identités affichées ou perçues par les acteurs. C'est-à-dire que c'est parce que le jeune, par exemple, dans une interaction avec un professionnel chez nous, l'identité du jeune, affichée du jeune, c'est « je ne veux pas être là ». L'identité qui est connue par l'éducateur, c'est un délinquant. D'accord ? L'identité qui est affichée par l'éducateur par rapport au jeune, c'est « je suis au-dessus de toi, c'est moi l'autorité ». D'accord ? Et l'identité qui est affichée que le jeune perçoit, c'est un con, il va m'emmerder, j'ai pas envie d'être là. D'accord ? Ça veut dire que cette question des identités, elle est très importante. Je vous ai mis une petite histoire après pour mêler tout ça et vous expliquer comment, en travaillant sur ces cadres contextuels, on peut complètement travailler sur les recadrages et sur la modification des perceptions des jeunes avec lesquels on travaille. La deuxième, c'est la modalité de structuration des relations, symétriques ou complémentaires. Donc ça, c'est les travaux de Gregory Bateson, qui datent maintenant, évidemment, mais je pense que vous connaissez, qui travaille sur ces processus à la fois symétriques et complémentaires. Un exemple très simple, dans une montée de violence entre un éducateur et un gamin, ouais, t'es un éducateur, tu m'emmerdes, j'ai pas envie d'être là, ouais, mais enfin, je suis aussi papa, j'ai pas envie, voilà. Donc quand vous proposez une autre identité que celle de professionnel qui a l'autorité, qui est chargé de vous emmerder, le gamin, en réalité, reconstruit la perception qu'il a de la situation, ce qui modifie le comportement dans lequel il est en train de fonctionner. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, ouais, je vous l'expliquerai après. Les enjeux des acteurs aussi, ça on en a parlé, d'accord, c'est ce qui est en jeu, ce qui est à gagner, ce qui est à perdre, ça on l'a dit tout à l'heure. Et puis les normes qui sont appelées ou créées dans la situation, ça c'est plus compliqué, d'accord, je ne vais pas rentrer dans les détails, si ça vous intéresse je vous donnerai beaucoup de détails après à côté, mais je sais que j'ai peu de temps. Une petite anecdote pour vous expliquer ça. Sur le pont de Brooklyn, un matin de printemps, il y a un aveugle qui mendie. D'accord ? Tout le monde passe devant lui, il ignore, il a rien au fond de sa casquette, il est malheureux. Et dans la foule, il y a quelqu'un qui passe, c'est un aveugle, et donc il entend bien que les pièces ne tombent pas dans sa casquette. Puis il sent un inconnu qui passe, il lui demande de prendre sa camparte et il écrit autre chose dessus. Et à ce moment-là, miracle, chacun tourne la tête, beaucoup de gens sont attendris et s'arrêtent, et jettent une pièce dans la casquette du vagabond qui était là, qui traînait dans la rue. Qu'est-ce qui a changé en réalité ? C'est qu'il a simplement écrit, le monsieur qui passait, c'est le printemps et je ne le vois pas. D'accord ? C'est-à-dire c'est passé de j'ai besoin de manger, aidez-moi, à c'est le printemps et je ne le vois pas. Qu'est-ce qui a changé dans ce cadre, dans cette situation particulière ? D'accord ? L'identité affichée a changé, c'est-à-dire que je ne suis plus un clochard, je suis un homme comme les autres. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a un changement d'identité où le clochard devient un homme comme les autres. C'est-à-dire que dans la manière dont il est perçu, il n'est plus clochard au banc de la société, pas intéressant, il devient un homme comme les autres. Donc son identité change. La structuration des relations change, c'est-à-dire que je ne suis plus clochard en dessous de la société et toi au-dessus qui me passe par-dessus et par-devant, on devient sur un même pied d'égalité. Tous les deux, on a le droit de voir le soleil. Donc la modification des cadres contextuels, elle a modifié le comportement et elle a modifié le système de perception des passants et elle a modifié leur comportement. C'est là-dessus qu'on travaille, nous, sur ces changements et ce recadrage contextuel. C'est bon ou pas ? Ça vous parle ? Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais oui, c'est bon ? Voilà. Donc j'avance, mais je pourrais vous donner plein d'exemples par rapport à ça. Oui, alors le contexte... Oui, alors je vais reprendre juste, je vais essayer de répondre à Philippe. Donc pour nous, le mensonge, il peut devenir problématique. Quand le contexte dans lequel évolue le jeune le conduit à mentir régulièrement, mais ça je vous l'ai déjà dit, d'accord. Ce que je ne vous ai pas donné, c'est les exemples. Les coups et les violences, les positionnements ambigus ou versatiles des parents, tout ce qu'on retrouve dans les familles schizophréniques, enfin, tous ces problèmes de communication très importants. D'accord. Et le contexte et l'expérience de vie de ces jeunes, c'est-à-dire que tout le système de sens qu'ils ont de construction de la réalité, ils sont très particuliers. La manière dont ils construisent les théories qui leur permettent de définir leur réalité, elles sont très compliquées. D'accord. Par exemple, leurs réactions sont directement impactés par les croyances qu'ils ont. Se défendre comme un ennemi. Moi, j'ai beaucoup de jeunes qui disent les adultes, c'est tous des méchants, ils sont là pour nous emmerder, on veut continuer à faire notre business dans notre coin. Donc, ils sont sur des processus de croyances qui sont extrêmement compliqués. Ils ont beaucoup de pensées infondées par rapport à eux-mêmes ou par rapport aux autres. Je suis noir, j'y arriverai jamais, on me donnera jamais ma chance, je viens de la banlieue. Enfin, des choses compliquées. Ils sont vraiment sur des idéologies très rigides
avec des choses très utopiques. Voilà, je vais gagner 100 millions d'un coup, je serai milliardaire, etc. Alors qu'il a juste, il va pas à l'école, il n'a pas d'études, c'est quasi impossible. C'est aussi des idéologies qui sont complètement rigides. D'accord ? On retrouve globalement 3 composantes sur les gamins, nous, les plus difficiles qu'on a, d'accord, qui sont sur des croyances vraiment qui sont devenues dysfonctionnelles pour eux et puis pour la société. Une émotion qui est souvent très intense, d'accord, beaucoup de peur, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de méconnaissance, beaucoup de peur et beaucoup de colère, d'accord. Une croyance qui s'est rigidifiée sur une pensée dominante, d'accord. Nous, on est dans la banlieue, donc on est là pour être délinquants. Ils sont quasiment une identité de délinquants. C'est très violent presque à recevoir en disant, mais dans ce cas-là, moi, mon travail, il sert à rien. Je peux pas. Si vous vous présentez comme ça à moi, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, quoi. Vous voyez, ça crée des choses qui sont extrêmement compliquées à gérer dans la relation. Et du coup, on est sur des distorsions perceptives, mais ça, M. Berthoz en a parlé, qui sont très, très importantes. On est ensuite sur une anticipation du résultat redouté qui fait qu'en réalité, ils créent ce qui craignent le plus. Donc ça, c'est les processus de prophétie autoréalisante très très présents chez nos gamins, très très présents, d'accord. Alors une chose que je vous ai oublié de la dire, c'est que la PJJ au ministère de la Justice, elle s'occupe vraiment des gamins les plus compliqués, d'accord. Les autres, ils sont au conseil général, il y a aussi des gamins compliqués dans les conseils généraux, mais nous, on s'occupe vraiment de tout ce qu'on a mis en échec, tous les établissements où ils sont passés, ou vraiment les gamins les plus compliqués. On retrouve beaucoup ça chez eux. Ces 3 composantes-là, elles sont très présentes, d'accord. Dans les cas extrêmes, et je vais finir par là-dessus, et c'est parce que c'est ce que m'avait demandé Philippe, dans les cas extrêmes, ces processus, ils peuvent déboucher sur une logique de troubles mentaux qui sont structurés sur de la croyance dans laquelle le mensonge, il devient la réalité. C'est-à-dire que ce qui est en réalité un mensonge pour nous, ça devient leur réalité. Ça commence à devenir très compliqué. C'est la mythomanie, on en a parlé, c'est tout ce qui est paranoïa. On retrouve beaucoup de paranoïa chez les jeunes très violents. Je ne vais pas dire tous pour ne pas généraliser, mais chez beaucoup de jeunes violents, il y a une très forte composante de paranoïa. D'accord ? Et une adhésion totale, quelque chose de très totalitaire dans l'adhésion qu'on retrouve dans les gangs, qu'on retrouve chez les jeunes radicalisés. Et là, vraiment, le mensonge, il touche à l'identité. C'est-à-dire que c'est toute la structure du jeune qui a quasiment changé, quoi, qui est du côté de ce que nous, on croit, enfin, on pense être du mensonge. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Ouais, ça va jusqu'à présent ? D'accord. Je vais y venir après. Les leviers thérapeutiques, nous, sur lesquels qu'on utilise aujourd'hui, mais c'est très nouveau, qui sont les plus efficaces, c'est des leviers qui considèrent cette croyance-là. C'est-à-dire on considère que c'est tellement hyper rigide et hyper rigidifié que si dans un premier temps on ne le valide pas, on n'a pas accès à ces émotions, à ces intensités, à cette croyance, à ces modèles de perception. On n'a pas accès aux jeunes et du coup on ne peut pas travailler à faire cette bascule-là. C'est très compliqué à faire parce que ça nécessite, valider ça ne veut pas dire accepter. C'est-à-dire c'est pas parce que j'accepte que tu sois radicalisé que j'accepte tout ce que tu fais. Non. Par contre je suis obligé si je veux entrer en relation avec toi et changer le système de perception pour changer le comportement, je suis vraiment obligé de valider le principe que c'est ta réalité. C'est comme ça que tu penses, c'est comme ça que tu es. C'est ça qui est très compliqué et ça nécessite des postures professionnelles et techniques qui sont extrêmement particulières. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle là aussi, mais toi, je serais prêt à vous en parler des heures parce que moi c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Alors, je vous l'ai dit, je travaille habituellement avec des jeunes qui sont violents. Et pour en avoir discuté avec des collègues qui travaillent sur les jeunes radicalisés un tout petit peu plus que moi, on pense aujourd'hui qu'on peut vraiment transposer ces modes de travail. La difficulté qu'on a avec ces logiques de croyances qui sont hyper rigides, c'est qu'il n'y a pas de souffrance particulière, généralement. D'accord ? C'est-à-dire il y a beaucoup de ruminations, beaucoup de choses qui sont partagées, mais c'est des jeunes qui sont capables de faire des choix très très forts, de partir, de quitter leur famille, de devenir délinquants à vie, de créer des réseaux, voilà. Ça veut dire qu'ils sont capables de choix très très forts. Si vous arrivez en disant il se plaint, il a un problème, il n'a pas de problème, d'accord ? C'est des jeunes qui n'ont pas vraiment de problème. J'essaie de vous faire un petit schéma après, je ne sais pas si je vais y arriver, mais je vais vous le mettre. C'est-à-dire que ce qu'on considère nous comme un symptôme, d'accord, c'est pas leur problème. C'est ça qui est très compliqué à comprendre. C'est-à-dire pour les jeunes extrémistes, comme je peux en avoir, que ce soit dans l'extrême violence ou dans les extrêmes croyances, ce qui est très compliqué, c'est qu'il y a un fonctionnement normal, qui est à peu près la norme acceptable, d'accord, des bêtises acceptables, on va dire, les bêtises qui nous construisent, on a tous fait, d'accord. Et à partir d'un certain moment, on dépasse le seuil de tolérance, d'accord. Alors il y a la loi pour ça, d'accord, mais il y a aussi les normes sociales, les usages familiaux, il y a tout un tas de choses qui fait qu'on dépasse la norme. Mais ça, pour nous, c'est un symptôme. C'est-à-dire que le premier travail de professionnel qu'on a, c'est de distinguer le symptôme du problème du jeune. C'est des choses sur lesquelles on n'a pas l'habitude de réfléchir. C'est-à-dire souvent on dit, il a un problème. Non, c'est nous qui avons un problème. C'est que le comportement qu'il a fait, il est asymptomatique. C'est-à-dire qu'il est en dehors de ce qui est acceptable pour nous.
d'accord? Mais c'est pas parce qu'il a fait un comportement acceptable que ça me prend pour lui. Je vous donne un exemple. J'accueille là, on accueille dans nos établissements beaucoup de jeunes qui ont mis en échec de nombreux établissements, d'accord? Partout ils ont été exclus. Qu'est-ce qui se passe? C'est que partout on a retrouvé un établissement derrière. Le jeune, il n'a pas de problème. Il a un lit, il dort bien, il est mieux que dans sa famille, souvent. Il a un peu de mal au début, il retourne beaucoup, il fugue, il va chez sa famille. Mais globalement, ce n'est pas un jeune pour lequel le placement est un problème. Il a des comportements à l'intérieur qui nous posent problème à nous, mais qui ne sont pas forcément problématiques pour lui. Je ne sais pas si c'est clair la distinction. Ouais, c'est-à-dire que le premier de nos travaux, c'est d'aller chercher chez le jeune ce qui est un problème pour lui. Et ça, c'est déjà très compliqué à faire. C'est-à-dire de se décaler et de dire, ne pas confondre le symptôme qui est la frontière qui a été dépassée avec le problème du jeune. C'est deux choses différentes. D'accord ? Si on ne travaille pas comme ça, on n'a pas accès au jeune. Parce que si on veut produire du changement, il faut qu'on ait accès à ce qui pour lui est dysfonctionnel et problématique. D'accord ? Et c'est vraiment pas du tout la même chose. C'est très compliqué parce que ça demande une souplesse et presque une partition mentale où d'un côté on a notre système de normes vers lequel il faut qu'on le ramène et de l'autre accepter qu'on travaille sur ce qui est problématique pour lui, qui est parfois très bête, qui est parfois pas du tout... Il n'y a que lui qui peut nous le dire bien souvent. D'accord ? Donc ça passe par beaucoup de discussions avec lui pour identifier ce qui est le plus problématique pour lui. D'accord ? Je vais revenir en arrière. J'essaye de faire vite, Philippe, mais je ne peux pas non plus... Voilà. Deuxième chose, là je parle plus des radicalisés. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'eux, la vérité, ils l'ont. Entre eux, ils s'appellent les véridiques. Ils ont la vérité, c'est nous qui nous trompons. Ils sont trois à avoir raison. Et oui, c'est ça qui est compliqué. C'est des véridiques, ils ont la vérité. Allez voir des gens qui sont hyper rigidifiés, qui sont sûrs d'avoir raison, et essayez de leur dire ce que tu penses, t'as tort. Mais ils vous prennent pour des fous. C'est vous les fous. C'est vous qui êtes dans le mensonge. C'est ça qui est compliqué aussi. La question, c'est comment on rentre dans cette perception-là. Ça, c'est ça qui m'intéresse dans le travail qu'on fait avec eux. D'accord ? Et ils sont hyper rationnels. Hyper rationnel. Ça veut dire que essayer d'utiliser, c'est vrai pour les jeunes violents aussi, hein, utiliser des arguments rationnels face à ces châteaux forts de rationalité que sont les jeunes qu'on a, qui sont violents ou qui sont radicalisés, c'est du suicide. C'est du suicide, c'est attaquer un château fort avec une épingle à nourrice. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont bien plus forts que vous là-dessus. Ils sont hyper rationnels. Voilà. Ça veut dire que les seules entrées possibles, c'est pas la rationalité, c'est pas la vérité, et c'est pas la question du problème. Vous allez me dire, c'est super tout ça, mais par où on rentre, comment on fait? C'est ça que je trouve intéressant de vous présenter un petit peu. Je vois M. Berthoz qui me fait ça, donc je fais vite. D'accord? Les axes de travail, et je fais vite, c'est faire baisser l'intensité émotionnelle. C'est la première chose. Parce que je vous dis, ce qu'on retrouve chez quasiment, qui est très général, c'est l'intensité émotionnelle. Donc le premier travail qu'on a, c'est de les laisser s'exprimer sur les émotions. D'accord? Valider, je vous l'ai dit, utiliser la croyance rigide pour l'orienter le jeune vers la recherche active de distinction. C'est-à-dire ils sont tellement dans une pensée en tunnel avec un effet halo de très très fort qu'à partir du moment où on peut créer des distinctions dans leur mode de pensée, on commence à pouvoir travailler avec eux. D'accord ? C'est faire envisager d'autres points de vue pour élargir le champ des perceptions, introduire des nuances et du doute. À partir du moment où avec des jeunes très violents, par exemple, je pense aux jeunes des gangs, moi, dont je suis plus familier, vous avez réussi à introduire de la nuance ou du doute, vous commencez à avoir accès à des travails possibles et à faire retomber la tension émotionnelle qu'ils ont. D'accord ? Et puis on essaye de le faire redescendre tout doucement vers une perception acceptable. Je vous ai donné des exemples très précis, je termine là-dessus, pour savoir mais pratiquement comment on fait. D'abord, on base uniquement le travail sur des aspects affectifs, pas du tout rationnels. Aucune rationalité, aucun argument rationnel dans le travail avec ces jeunes-là. D'accord ? Parce qu'ils sont hyper rationnels, ils sont meilleurs que nous, ils sont entraînés c'est des argumentateurs super forts, ils sont inaccessibles, ils sont hors du lot par rapport à ça, ils sont capables de vous démonter avec des argumentaires extrêmement construits, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la construction du sens, ils sont monosens, c'est hyper construit, c'est inattaquable avec nos armes rationnelles à nous, d'accord ? Du coup, on ne va pas là-dessus, on travaille vraiment sur les aspects affectifs et surtout pas la réflexion. On évite la culpabilisation, parce qu'on a des problèmes de retour de flamme qui sont très importants, parce que je vous l'ai dit, il y a un mélange de peur et de colère qui est explosif et qui est même dangereux, en tout cas moi je le vois avec les jeunes qui ont été dans des gangs par exemple. Et on a un risque important de retour de flamme si on travaille sur la culpabilisation, pour une raison très simple, c'est que la culpabilisation en réalité, c'est la face négative de la colère. C'est-à-dire que si vous faites culpabiliser un jeune violent, en réalité, en tout cas moi dans mes constats quotidiens, il devient encore plus violent. D'accord ? C'est-à-dire on rajoute de la colère à la colère. Donc on essaye de ne pas travailler sur ces processus de culpabilisation. On travaille vraiment sur les émotions ressenties.
d'accord, et sur la réeffectivation de tous les liens familiaux. Ça, c'est compliqué quand la famille, on ne peut pas trop s'appuyer dessus. Mais par exemple, pour les jeunes qui sont radicalisés, j'en discutais avec les gens de la mission interministérielle là-dessus, voilà, on réussit tout doucement à faire passer l'idée qu'il faut travailler sur la douleur physique, le jeune qui a été blessé quand il est parti, sur les peurs, les scènes de combat et de violence qui ont été vécues, sur le dégoût, la vision des corps, sur le doute, la résignation, par exemple pour les jeunes qui sont partis, qui ont été mis enceintes. C'est des portes d'accès qui sont plutôt efficaces, c'est-à-dire qui sont difficiles parce que ça ne correspond pas à nos logiques particulières, mais qui sont plutôt efficaces. C'est bon pour vous ou pas? Ça vous parle? 2 slides et j'ai fini. On essaye de travailler sur leur réalité, ensuite, leur expérience à eux, d'accord? Pas la nôtre. Vous avez bien compris, on se met vraiment, on se met en position basse par rapport à leur réalité. Ok, tu penses comme ça, d'accord? Par contre, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler sur les éléments qu'ils ont vécu. On part de leur expérience, on en reconnaît la logique, d'accord? Et on fait en sorte qu'eux-mêmes, ils trouvent les défauts de cette expérience-là. Ah mais il n'y avait pas des... Oui, je suis parti pour ça, mais c'est pas vraiment ce que j'ai trouvé. Ok, c'est bon, une clé d'entrée. L'idée, c'est d'enfoncer des coins dans leurs croyances et de doucement assouplir le système de pensée. D'accord? On tient compte de leur échec pour le recadrer comme une expérience. C'est-à-dire que si on dit ça n'a pas existé, pas possible, ils ne peuvent rien en faire. Donc là, c'est la question de la mémoire qui sert finalement à émuler l'avenir. On est exactement, nous, sur ces logiques-là, c'est-à-dire qu'on tient compte de leurs échecs, on dit, ok, qu'est-ce que tu en as fait de ça? T'es parti, t'as été ce truc-là. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Et on travaille avec eux sur cette question-là. D'accord? On essaye voilà, vraiment de les travailler pour corriger le passé et bâtir un avenir. On travaille beaucoup sur des scénarios futurs, c'est-à-dire, et si jamais tu étais parti, qu'est-ce que tu aurais fait à la place? On travaille beaucoup sur ce qu'on appelle des thérapies orientées solutions, c'est-à-dire, imaginons que tu ne sois jamais parti, qu'est-ce que tu aurais fait à la place? Qu'est-ce que tu serais aujourd'hui? Et on les fait émuler en réalité pour commencer à la faire exister une autre réalité que le système de croyance extrêmement rigide dans lequel ils sont. D'accord? Et dernière piste de travail que je voulais vous dire, c'est en réalité on gangrène la croyance, d'accord? C'est-à-dire on rentre dedans, c'est ce que je vous disais, on met des coins et on gangrène, comme la gangrène qui gangrène un bras, par le biais de questions qui sont perturbatrices et qui font apparaître des failles d'incohérence dans leur vérité à eux. Je vous ai mis quelques exemples, d'accord? Ok, on retourne au califat, mais ils utilisent des sites web, il n'y a pas un truc qui ne va pas. D'accord? C'est-à-dire, vous voyez un peu ces failles d'incohérence, on travaille là-dessus. Et on introduit de la différenciation. Ok, tout le monde est mécréant, mais il n'y en a pas certains qui sont plus mécréants que d'autres. Voilà, le gamin, il est complètement... Hop, vous avez rentré un coin dans sa croyance. D'accord? Ça devient moins rigide. L'idée, c'est d'assouplir le système de perception qu'il peut avoir. D'accord? Par exemple, oui, il y a des impurs et des purs. Ok, mais à quoi on reconnaît ceux qui sont le plus purs ou à quoi on reconnaît ceux qui sont le plus impurs? C'est des questions compliquées à faire parce qu'on travaille sur ce que les mathématiciens appellent des logiques paraconsistantes ou paracohérentes, c'est-à-dire qui intègrent la résolution des paradoxes, des comptes, je ne sais plus, M. Berthoz nous dira peut-être mieux ça, mais on travaille sur des logiques qui ne sont pas ordinaires. C'est ce qu'on appelle des logiques paracohérentes ou paraconsistantes, c'est-à-dire qui acceptent la contradiction et le fait que 2 et 2, ça ne fait pas forcément 1. D'accord? Donc c'est des logiques non ordinaires. C'est très particulier, mais voilà, c'est ce qui fait aussi... Je pense que c'est ça qui a intéressé Philippe, que je viens de vous expliquer, que si vous voulez travailler sur des logiques hyper ordinaires, il faut travailler avec des logiques non ordinaires, parce que c'est le meilleur moyen de les démonter. D'accord? Et par exemple, voilà, je vous ai mis, mais l'égorgement, il nous parle des gamins, on a des gamins qui regardent des vidéos d'égorgement toute la journée, on dit, ouais, mais il y en a qui partent parce qu'ils veulent aller sauver avec des profils un peu Merterosa. C'est pas très humanitaire d'égorger les gens. Enfin, vous voyez, c'est des choses comme ça qui mettent des coins vraiment dans la croyance pour gangréner tout le système rigide de perception qu'ont ces gamins. D'accord? Puis après les combats fratricides, parce que vous savez qu'il y a 2 factions en fait en Syrie qui se tapent dessus, et on leur dit mais attendez, mais vous n'êtes pas tous dans le même bateau, enfin, il y a des gens qui se tapent dessus, mais nous on pensait que c'était tous contre tous les autres, contre tous les mécrans. Donc on travaille beaucoup. Alors je vous ai mis quelques exemples, en fait on a des pages, mais ce qui est intéressant c'est de gangréner complètement tout un système de croyances qui est complètement rigide, et tout doucement on arrive à modifier en réalité le comportement des jeunes, parce que leur système de perception change, et que les réactions selon lesquelles ils fonctionnaient avant commencent à changer aussi. Voilà ce que je voulais vous dire. J'arrête. Je ne veux pas prendre du temps, mais...